Europe 1. Il est 8h13 sur Europe 1, l'invité d'Europe Matin, c'est Thibaut de Montbrial. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, vous êtes président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. De nombreux thèmes de l'actualité convergent vers votre spécialité aujourd'hui, Thibaut de Montbrial. On a d'abord cette crise de l'énergie, qui n'est pas encore un sujet de sécurité, mais qui pourrait le devenir. Le gouvernement ne s'en cache pas trop. Voyez-vous un possible risque de gilet jaunisation de l'hiver dans ce contexte de flambée des coûts de l'énergie qui vient percuter évidemment le pouvoir d'achat, ce qui nous rappelle ce qui s'était passé à l'automne 2018. Au-delà de la flambée des coûts des prix de l'énergie, il y a une flambée générale du coût des matières premières. C'est-à-dire que ça va au-delà de l'énergie. Le bois notamment est en tension en France. Donc ça veut dire que les coûts des besoins de première nécessité tels que le chauffage ou l'essence vont continuer à monter, mais ça veut dire aussi que d'autres coûts vont continuer à monter dans les mois qui viennent. La réponse à votre question, c'est oui, bien sûr. Il y a un vrai risque. La situation économique est tendue. Nous sommes en train de vivre la fin des aides du quoi qu'il en coûte autour de la question de la crise sanitaire. Le fonds de solidarité s'éteint aujourd'hui. Et donc, chacun s'accorde pour dire que les prochains mois, déjà de ce seul fait, risquent d'être difficiles. Les entreprises qui ont été maintenues en vie un peu artificiellement risquent d'être en grande difficulté avec les conséquences sur leurs salariés. Donc là-dessus, bien sûr, l'explosion du coût des matières premières et de l'énergie en particulier risque d'avoir des conséquences politiques. Je vous cite deux faits d'actualité. En Ile-de-France, Pôle emploi vient de mettre en œuvre un plan sécurité pour ses agences d'Ile-de-France du fait de l'entrée en vigueur de la réforme de l'assurance chômage. Pôle emploi ne s'en cache pas, craint des agressions d'agents qui vont être équipés de bracelets, de boîtiers d'alerte pour signaler d'éventuelles agressions. À Antibes, la direction de l'hôpital vient de mettre en place 30 mesures de sécurité à cause de la multiplication du nombre d'agressions depuis 6 mois. Il y a eu des signalements, des plaintes qui ont été déposées. Est-ce qu'on assiste à une accélération de cette montée de la violence qui est documentée par les statistiques du ministère de l'Intérieur? C'est un phénomène sur lequel j'attire l'attention depuis un certain temps, qui est un phénomène extrêmement inquiétant. Dans toutes les tranches de la vie sociale, la violence est en train de redevenir un mode de régulation du conflit. C'est-à-dire que vous avez une délinquance violente qui explose, avec des chiffres de plus 10% à semestre comparable entre le premier semestre de 2021 par rapport au premier semestre 2019, c'est-à-dire avant la crise sanitaire. Et surtout, vous avez des agressions maintenant multiples contre les représentants de l'ordre, contre les secouristes, contre les politiques et notamment contre les maires. Mais même si on prend sur la campagne électorale ou la pré-campagne électorale, le même jour, Éric Zemmour a été menacé de mort par un individu qui est venu au contact et le président de la République a reçu un projectile. Certains ont souri en disant que c'était un œuf, mais c'est pas drôle du tout. Ça aurait pu être bien autre chose. C'était une gifle il y a quelques mois. C'était une gifle il y a quelques mois. Dans les hôpitaux, on n'en parle pas, mais il y a des agressions quotidiennes et l'hôpital d'Antibes met en place un plan, mais il n'est pas le premier. Les médecins, et notamment les médecins dans les quartiers compliqués, racontent également qu'ils sont obligés de prendre des mesures de cette nature. Donc nous avons une société tout entière qui est en train de continuer à se fracturer, parce que ça n'est que les conséquences d'un certain nombre de dysfonctionnements, d'abandon et de lâcheté depuis des décennies. Et malheureusement, c'est extrêmement mauvais signe. Moi, je suis inquiet à assez court terme. Oui, alors on se rappelle du débat qui avait eu lieu à l'occasion du prononcement de ce terme d'ensauvagement, qui est souvent emprunté à droite mais qui est récusé par la gauche. En tout cas, en juin, le ministre de l'Intérieur avait imputé le développement de faits extrêmement violents et il précisait, notamment en direction des représentants de la loi, des représentants de l'État, il liait ça aux conséquences de la crise sanitaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse que fait Gérald Darmanin et Thibaut de Montbrial? Il y a une part de vérité. Je pense que le fait qu'il y a eu cette crise extrêmement brutale, que les gens du jour au lendemain, parce que c'était ça, en mars 2020, se soient retrouvés confinés chez eux, a pu créer des dysfonctionnements psychologiques dans plein d'autres domaines d'ailleurs. On voit sur les élèves à l'école, il y a des études extrêmement intéressantes qui commencent à sortir. Mais tout ça s'inscrit sur un terme beaucoup plus long. C'est-à-dire que la dégénérescence de la qualité de la relation au sein de notre société, elle ne date pas de l'après-confinement. C'est vrai que après le confinement, à l'été 2020, on a vu une suraugmentation de la violence, notamment dans les villes moyennes, où mes contacts, les procureurs, les préfets, les policiers, les gendarmes m'expliquaient de façon empirique, ça a été ensuite confirmé par les chiffres, qu'il y avait beaucoup plus d'agressions physiques. Mais l'ensauvagement, moi je suis un des premiers à avoir mis le terme dans le débat public, parce que l'ensauvagement, ça veut dire plus de violence pour des enjeux moins importants,
important, c'est-à-dire on n'est pas simplement sur des trafics en millions d'euros où les gens se tuent, mais pour un regard, une cigarette, etc. Et puis plus d'utilisation d'armes, et notamment d'armes blanches. Et on voit depuis des années, mais depuis des mois encore plus, de la violence interethnique, c'est-à-dire des communautés se battre les unes avec les autres. Et on voit apparaître des armes par destination, les machettes, je pense notamment aux machettes, qu'on voyait de temps en temps jusqu'à il y a quelques années, mais qui aujourd'hui deviennent un instrument, si j'ose dire, courant de la délinquance. C'est-à-dire qu'il y a aussi un impact dans la déstructuration du tissu social de l'immigration, et notamment de l'immigration non contrôlée. Je veux dire, il faut le dire, parce que sinon on n'analyse pas complètement le phénomène. Vous sentez une levée du tabou justement autour de ce mot d'immigration? Il y a un tabou dans le tabou, d'ailleurs, c'est quand on parle du pays d'origine de cette immigration. Comment regardez-vous l'évolution du débat public actuellement, où ce thème de l'immigration s'impose comme l'un des thèmes majeurs de la pré-campagne? Mais là encore, moi j'ai écrit 2 livres. Le premier en 2015, il y avait toute une partie sur l'immigration. On peut pas faire pendant très longtemps, si vous voulez, le thème de l'immigration, pour tout un tas de raisons, on va pas se lancer maintenant, mais il y a des raisons historiques, a été écarté du débat public, pour faire court, parce qu'il a été confisqué par ce qu'était alors le Front National. C'est-à-dire que les partis dits de gouvernement ont considéré que tout ça n'était pas très digne, et que ce que touchait le Front National était indigne. Était indigne. Et du coup, par cette formidable myopie politique, on a laissé des thèmes régaliens essentiels aux mains de l'extrême droite. Et du coup, par un retour de balancier et un effet pervers sémantique, on a considéré que quiconque attirait l'attention sur un risque en la matière faisait avec les traits d'union, faisait le jeu de l'extrême droite. Mais en fait, pas du tout. Un pays a absolument le droit, c'est un des premiers éléments de souveraineté, de décider qui entre et qui reste, et à quelles conditions, et qui s'en va. Je veux dire, c'est une des prérogatives de souveraineté de base. Tous les pays l'exercent. Au nom de quoi est-ce que ce serait tout à coup quelque chose dont il ne faudrait pas parler, ou dont il faudrait parler en prenant des précautions? Non, c'est un élément de souveraineté de base, et on doit pouvoir en débattre sans tabou. Alors, parler d'immigration, c'est prendre le risque d'être accusé de racisme. Oui. Vous êtes l'avocat de Linda Kebab, syndicaliste policière, qui cette semaine était opposée au tribunal face à Taha Bouafs, qui l'a accusée d'être arabe de service, d'être une arabe de service, sous-entendu étant policière, travaillant pour l'État, elle travaillait contre les autres arabes. Et c'est l'inversion du racisme, c'est le racisme antiraciste, d'une certaine manière. C'est extrêmement intéressant et extrêmement inquiétant. Il y a tout un courant de pensée au sein de la gauche en France, qui est symbolisé par un certain nombre de gens, dont Taha Bouafs, qui considèrent que le racisme ne peut être subi que par les gens qu'ils appellent les dominés, et qu'il faudrait rajouter dans la loi un critère qui serait le critère de domination. Autrement dit, seuls les blancs, parce que c'est comme ça qu'ils raisonnent, pourraient être coupables de racistes. Les racisés, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas blancs, ne pourraient pas l'être, et ne pourraient pas non plus l'être entre eux. Et à l'audience, il y a eu quelque chose de très intéressant, c'est que j'ai posé la question à M. Bouafs de qu'est-ce qu'il penserait d'un homme ou d'une femme qui serait d'origine immigrée, qui irait à l'école, qui irait à l'université, qui passerait des diplômes et qui réussirait une belle carrière dans l'administration. Il s'est tourné vers moi et il m'a dit: ça, c'est tout ce que je combats. C'est-à-dire que voilà des gens qui veulent cantonner chacun à ses origines, et pour eux, la personne d'origine issue de l'immigration qui réussit, c'est un traître, parce que la personne issue de l'immigration est par nature une victime. C'est un discours qui est criminel, parce que c'est un discours qui nous mène à l'affrontement, et au contraire, il faut tendre la main à ceux de nos compatriotes d'origine immigrée qui souhaitent s'intégrer, parce que ils peuvent constituer une vraie richesse, mais à l'inverse, il faut être absolument impitoyable avec ceux qui ne le souhaitent pas, et notamment expulser massivement, être d'une grande fermeté avec les pays d'origine, etc., etc. Thibaut de Montbrial, justement sur ce thème de l'immigration, la France a décidé cette semaine de réduire le nombre de visas délivrés pour les ressortissants algériens, marocains et tunisiens, en rétorsion au fait que ces pays-là refusent majoritairement de reprendre l'immense majorité de leurs clandestins pour diverses raisons. Ce geste d'autorité de la France déplaît beaucoup, évidemment, dans les 3 capitales de ces pays-là. Pensez-vous que c'est une mesure de circonstance, que c'est le début d'une inflexion de la politique de la France à l'égard de l'immigration clandestine? Alors déjà, c'est une mesure que je préconise depuis longtemps, puisque j'ai consacré plusieurs pages à cette question dans mon dernier livre publié l'année dernière. Je pense qu'il faut même aller plus loin. Évidemment, quand vous êtes dans un rapport avec des gens avec qui vous discutez, qui est
un rapport de faiblesse. Quand tout à coup vous faites un geste d'autorité, les gens ne comprennent pas et commencent par dire que vous avez pété les plombs, etc. En réalité, il faut aller plus loin. Au nom de quoi est-ce que nous subirions le refus de ces pays, qu'on appelle les pays d'origine, de délivrer, c'est un peu technique, mais les laissez-passer consulaires qui permettent de recueillir les gens que nous expulsions. Aujourd'hui, globalement, il y a 15% des obligations de quitter le territoire qui sont appliquées. Pourquoi ? Parce que les pays d'origine refusent de recevoir les gens. Nous avons des arguments de négociation considérables, puisque nous avons une aide au développement, nous accordons les visas économiques et les visas pour l'éducation. Donc nous avons des outils qui sont des outils de négociation. Pourquoi s'en priver ? Et pourquoi accorder à ces pays le bénéfice de nous laisser leur population délinquante, parce que c'est ça le fond du problème. Pour revenir sur le thème de la délinquance, il y a évidemment cette question que tout le monde se pose, mais alors y a-t-il des solutions pour contrecarrer cette montée de la violence en France ? Une illustration locale, mais qui est assez symbolique, c'est le fléau du crack qui gangrène le nord-est parisien. La préfecture de police de Paris a déplacé vendredi plusieurs toxicomanes du jardin des Halles vers la périphérie, porte de la Villette, estimant que le secteur, était moins risqué, mais on constate une persistance de la présence des dealers et des consommateurs. La réponse aujourd'hui des pouvoirs publics à ce sujet du crack, qu'est-ce que vous en pensez ? Déplacer le problème en substance. Alors déjà, il faut souligner que la question du crack dans le nord-est parisien... ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans, mais là, elle s'insère. Elle est compliquée encore par le nombre de mineurs non accompagnés, dont d'ailleurs, statistiquement, quand ils sont interpellés, on se rend compte que 76%, selon les chiffres du parquet de Paris, sont majeurs. Ils ne sont pas mineurs, oui. Mais voilà, 76% des mineurs interpellés sont majeurs. Mais je referme la parenthèse. Tous, en l'occurrence, ce dont on parle, là, on parle de mineurs étrangers non accompagnés. Et pour en revenir à la question stricte du crack, on déplace le problème. Alors déjà, c'est bien parce qu'on l'éloigne un tout petit peu des habitants. Il faut voir que le jardin des Halles, c'est au milieu de la ville. C'est-à-dire qu'il y avait des femmes avec leurs enfants au milieu des toxicos. Ça, c'est juste pas possible. Je rappelle quand même que la première des missions d'un gouvernement, c'est d'assurer la sécurité de sa population. Pour en revenir à la question, moi je pense, comme Valérie Pécresse, qu'il ne faut pas des salles de shoot dans Paris, mais il faut des centres de désintoxication avec des injonctions de soins. Il faut que ce soit cofinancé, ça peut être financé par la ville, la région, l'État. Mais seulement, il n'y a pas de produit de substitution au crack aussi. C'est aussi ça le problème. Mais il faut une politique volontariste. Il faut créer. D'ailleurs, Madame Pécresse va demander à un expert psychiatre de faire des propositions. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas simplement déplacer les gens d'endroit en endroit où on va aller les sortir quand la population n'en pourra plus de la délinquance qu'ils génèrent. Il y a un moment où il va falloir sortir de ce cycle. Mais pour ça, il faut aussi penser à fermer le robinet d'entrée. Parce que tant que les gens continueront à rentrer sur notre territoire et finalement en arrivant à Paris à se retrouver sur ces endroits-là, il y en aura toujours de plus en plus avec toutes les nuisances qui vont avec. Thibaut de Montbrial, dernière question. Il y a dans l'actualité législative la loi responsabilité pénale et sécurité intérieure arrive au Sénat. Ce sera le 18 octobre. Alors c'est assez rare pour être souligné. Le texte est porté conjointement par les ministres de l'Intérieur et de la Justice. Il y a deux axes dans ce texte. Il y a d'abord une réponse à l'affaire Sarah Halimi qui avait provoqué beaucoup d'émotions. C'est cette femme juive qui avait été tuée par un homme saisi de bouffées délirantes après avoir consommé de la drogue. Et puis, il y a un volet aussi consacré au renforcement des sanctions à l'égard des agresseurs des forces de l'ordre. Ce texte aujourd'hui, texte de circonstance, texte suffisant? Non, c'est un texte utile, mais sur les agresseurs des forces de l'ordre, là, il crée un délit qui est un délit autonome qui permet de réprimer les agressions contre tous les agents qui concourent à la sécurité intérieure. Mais avant, c'était ce qu'on appelle les circonstances aggravantes. Ça existait déjà, mais sauf que c'était organisé différemment. Mais le problème, c'est que de toute façon, des sanctions graves pour les agresseurs de porteurs d'uniformes existaient déjà. Là, on en vient non pas à la question du texte, mais de son application. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la balle, elle est pas dans le camp du législateur ni des policiers, elle est dans le camp des juges. C'est-à-dire qu'il faut sortir du conformisme judiciaire. Moi, je ne pense pas que les juges soient laxistes. Vous pensez que le problème de la police, c'est la justice? Vous aussi, qui êtes avocat? Je pense que la sécurité, c'est une coproduction police-justice. C'est intérieur-justice, c'est les deux, c'est une même chaîne. Nous avons un maillon policier qui a fait beaucoup de progrès dans l'organisation, etc. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais il y a eu des choses de fait dernièrement qui sont intéressantes. Le maillon judiciaire, pour moi, aujourd'hui, c'est le maillon faible. Encore une fois, pas par laxisme, mais par conformisme. Nous avons des juges qui, depuis 40 ans, sont formés dans une école où on leur apprend des choses, on leur apprend une forme de bienveillance. La première fois, il faut tendre la main.
il faut laisser une chance. Aujourd'hui, on a une population délinquante qui, pour partie, considère cette forme de bienveillance comme de la faiblesse. Il faut s'adapter. Et la dernière chose, c'est qu'il faut aussi, pour lutter contre cette insécurité dont on parle depuis le début de notre entretien, qu'il y ait une volonté politique de soutenir les fonctionnaires dépositaires de l'autorité publique, lorsqu'ils sont confrontés à la violence et qu'ils utilisent à leur tour la violence légitime. C'est l'intérêt de tous et l'intérêt premier de nos concitoyens, dont il faut assurer la sécurité. Merci Thibaut de Montbrial. Tiens, vous avez évoqué votre livre, j'en cite le titre, Osons l'autorité, c'est paru l'an dernier aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous, bonne journée.